sommes à quelques jours de la commémoration du premier anniversaire du coup d'État du CND. Le sujet était au menu du Conseil des ministres du jour et plusieurs activités sont annoncées. Autre gros dossier, examiner la loi de finances 2017. Le point dans un instant. La justice militaire et le tribunal de grande instance de Ouagadougou face à la presse ce matin au centre des échanges, l'avancement du dossier Thomas Sankara, celui du coup d'État, de l'insurrection ou encore de l'attaque de Yindi. Si au tribunal militaire des progrès importants sont annoncés, ce n'est pas le cas du dossier de l'insurrection. Explication dans ce journal. Et puis à quand la réalisation du projet ZACA, la zone administrative moderne en plein cœur de Ouagadougou, tarde à sortir de terre, des années après le lancement des travaux. Pour quelles raisons? C'est le dossier de cette édition. Barack Obama et Bill Clinton qui montent en première ligne pour soutenir la candidate démocrate à la présidentielle américaine, Hillary Clinton, dont la campagne est perturbée par des soucis de santé. Bill Clinton rassure sur l'état de santé de sa femme. Barack Obama, lui, a remplacé la candidate à un meeting en Pennsylvanie et il a assuré le show. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au plus tard, le 26 septembre 2016, la loi de finances 2017 sera sur la table du Parlement. Le document a été examiné aujourd'hui en Conseil des ministres. L'exécutif s'est également penché sur la commémoration du premier anniversaire du coup d'État du CND. Plusieurs activités sont annoncées. Les détails avec Roger Kam et Tanga Kafando. La nation burkinabé observera le 16 septembre prochain à 14 h une minute de silence en mémoire des victimes de la tentative du coup d'État du 16 septembre 2015. C'est l'une des activités entrant dans le cadre de la commémoration du premier anniversaire de cet événement, dont le chronogramme a fait l'objet d'échanges au Conseil des ministres de ce mercredi. Le gouvernement fera une déclaration le 15 septembre. Et le 16 septembre, nous aurons à 9 h un dépôt de gerbe. À 13 h 30 au Premier ministère, le Premier ministre rencontrera donc les représentants des familles des blessés et des victimes. Et à 14 h, nous aurons une minute de silence. Et pour cette minute de silence, nous voudrons demander à l'ensemble des Burkinabés de bien vouloir donc dans les lieux de service où ils sont se regrouper pour avoir une commémoration collective. S'il y a des masses, s'il y a des symboles de la nation, que ça se fasse autour de ces symboles-là. La loi des finances 2017 a fait l'objet d'une première lecture, suivie d'un arbitrage. Elle reviendra sur la table du Conseil avant son dépôt au Parlement, au plus tard le 26 septembre prochain. En diplomatie, 3 projets de loi ont été validés. C'est la loi portant autorisation de ratification de l'accord révisé de Bangui instituant l'OAPI. Un projet de loi donc portant autorisation de ratification de la Convention de répression des actes illicites dirigés donc contre l'aviation civile internationale et un projet de loi autorisant donc la ratification de la Convention internationale sur la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers. Le Conseil des ministres a également adopté 3 décrets. Il s'agit des décrets portant nomination des greffiers en chef et des chefs de greffe. Et puis, les journalistes ont profité de l'occasion pour solliciter la réaction du porte-parole du gouvernement sur quelques dossiers brûlants de l'heure. Il s'agit notamment de la crise à la CAMEC, mais aussi des revendications du syndicat des travailleurs de l'information et de la culture. Le point avec Roger Kam et Tanga Kafando. Le gouvernement s'en remet aux décisions de justice dans la crise qui sévit à la CAMEC. Tel est le point de vue du porte-parole. C'est une crise qui est devenue une crise judiciaire. Donc le principe de séparation des pouvoirs fait que le Conseil des ministres ne traite pas de ces questions-là. Nous avons un Conseil des ministres, il y a quelques semaines de cela, nommé des administrateurs au Conseil d'administration de la CAMEC. Le rôle du Conseil des ministres s'en tient à ce niveau-là. La justice étant saisie, le Conseil des ministres attend les décisions de justice qui sont mises en œuvre. Sur les revendications des agents des médias publics, le ministre de la Communication annonce une avancée significative dans l'examen de leurs préoccupations. Nous avons écrit au ministère de la fonction publique, au ministère des Finances, pour que nous puissions mettre très rapidement ensemble un cadre de concertation qui permette d'aborder ces questions-là. Et donc nous avons transmis donc l'invitation. Nous attendons le retour avec la désignation des membres pour que nous invitions le Synatic donc à se remettre autour de la table pour que nous travaillions ensemble pour trouver des solutions à leurs préoccupations. En rappel, les agents des médias publics étaient en sitting le 1er et en grève le 7 septembre dernier à l'appel du Synatic, le syndicat national des travailleurs de l'information et de la culture, pour exiger de meilleures conditions de vie et de travail.
Je vous le disais, en titre, on en sait un peu plus sur les dossiers Thomas Sankara, du coup d'État et de l'attaque de Yimdi. Le commissaire du gouvernement et le procureur du Faso étaient face à la presse aujourd'hui. Si au tribunal militaire, des avancées notables sont signalées avec des jugements annoncés avant la fin de l'année, ce n'est pas le cas au tribunal de grande instance de Ouagadougou, notamment pour ce qui concerne le dossier de l'insurrection. Explication, Amadou Ilboudo, Oumar Zombre. Le commissaire du gouvernement, Alioune Nzaré, se veut clair et précis. Les 4 dossiers majeurs à lui confier, entre autres le coup d'État, l'affaire Thomas Sankara, l'attaque de la poudrière de Yimdi, connaissent des évolutions significatives. Et pour 2 d'entre eux au moins, Alioune Nzaré annonce avec certitude le bout du tunnel. Le parquet militaire estime qu'à la date d'aujourd'hui, nous serons en mesure de tenir donc les délais à nous impartis. Car d'ici la fin de l'année, très probablement, nous allons commencer par traiter au moins 2 des 4 dossiers qui sont pendants donc devant notre juridiction. L'affaire Thomas Sankara connaît aussi des avancées majeures malgré certaines difficultés, dont la plus grosse liée au temps. Mais qu'à cela ne tienne, la justice continue sa traque de la vérité. 14 personnes ont été inculpées, 7 sont en détention et 7 sont non détenus. 2 en fuite font l'objet de mandats d'arrêt. Le coup d'État de septembre 2015 constitue également un autre gros dossier de la justice militaire. 29 témoins auraient été entendus et des personnes sont déjà inculpées. 85 personnes ont été inculpées à la date d'aujourd'hui. 39 sont en détention préventive. 12 sont non détenus. 34 sont en liberté provisoire. 10 sont en fuite et font l'objet donc de mandats d'arrêt internationaux. Si les dossiers avancent bien à la justice militaire, cependant, quelques difficultés sont à constater dans les dossiers liés à l'insurrection populaire du 30 et 31 octobre 2014. Au cours de l'instruction, les juges ont été confrontés à des difficultés quant à la disposition et à l'occupation des différents postes et citent par les forces de maintien de l'ordre positionnées en ces lieux. Quant à l'identification des responsables de chaque unité, la situation des lieux exacts où les faits ont été commis, l'identification et l'adresse des victimes blessées, l'obtention des certificats médicaux et des actes de décès, et aussi par rapport à la non-comparution de certaines personnes convoquées, et enfin, la coopération peu efficace ou difficile avec certaines autorités de la place. Le cas Zida n'a pas été occulté. Pour Maïza Sérémé, la justice attend toujours d'auditionner le général Yacouba Zida. Il faut dire que par rapport au général Zida, lors des événements des 30 et 31 octobre, il était le chef des opérations du régiment de sécurité et présidentielle. C'est dire que c'est lui qui menait les opérations, c'est lui qui était le chef de corps adjoint et qui donnait des instructions au RSP. Donc c'est dire que s'il doit répondre, il va répondre devant le juge d'instruction et peut-être devant la haute cour de justice si effectivement sa responsabilité doit être engagée. Pour Maïza Sérémé, procureur du Faso, la justice est déjà en branle et ne s'arrêtera que si toute la lumière est faite sur l'insurrection populaire. Une lumière qui est sans doute attendue par tous les Burkinabés. Et pendant que les instructions se poursuivent, il faut apaiser le cœur. C'est là tout l'intérêt de l'œuvre du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Le HCROUN doit examiner des milliers de dossiers soumis à son appréciation. Mais avant, Benoît Kambou et ses conseillers se sont retirés à Kaya pour s'approprier les conclusions de la sous-commission Vérité, Justice et Réconciliation. Daouda Ouattara et Draman Dadian. Comment réconcilier les Burkinabés? 5065 dossiers du crime de sang, de crimes politiques et économiques sont déjà sur la table du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Avant de se mettre véritablement à la tâche, à savoir le traitement de ces dossiers objets de litige, l'équipe de Benoît Kambou est ici à Kaya pour faire sienne les conclusions de la sous-commission Vérité, Justice et Réconciliation. Aujourd'hui,
Nous entrons dans la phase vraiment de l'opérationnalisation de notre mission. Par, bien sûr, l'examen, par l'appropriation, comme on vous l'a dit, de ce rapport qui est important puisque c'est là le but de notre création. Vous savez que c'est la CNR qui a proposé la création du Haut Conseil et c'est sa sous-commission Vérité, Justice et Réconciliation qui a fait des recommandations. Ces conseillers vont 5 jours durant examiner ce rapport dont ils ont la charge de mettre en exécution. La nation attend beaucoup de nous, particulièrement la manifestation de la vérité. Cette vérité qui devra nous aider à tourner la page sombre de notre histoire, à faire la catharsis sociale et à faire en sorte d'établir un dialogue entre le bourreau et la victime. Composé de 21 membres issus de différentes couches socio-professionnelles, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale a été installé le 22 mars 2016 par le président du Faso et dispose d'un mandat de 5 ans pour réconcilier les cœurs des Burkinabés. Le Centre pour la gouvernance démocratique, lui, a 15 ans et pour marquer l'événement, un cadre d'échange a été initié hier autour de l'objectif 16 des objectifs du développement durable, à savoir la promotion des sociétés pacifiques et ouvertes. Les débats ont porté notamment sur l'amélioration de la justice et l'apaisement des joutes politiques. Mathias Drabo, Christine Koulibaly. Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes pour un développement durable, l'objectif est affiché. Cette rencontre réunissant les acteurs de la gouvernance sur le point 16 des objectifs pour le développement durable se tient à la veille du 15e anniversaire du Centre pour la gouvernance démocratique. Une rencontre qui a pour but d'analyser la question de la justice et de la paix au Burkina Faso. Nous avons voulu, comme d'habitude, parler des objectifs 16, de l'objectif 16 des ODD, clairement défini par le PNUD ici à travers justement le plateau. Et l'idée pour nous, c'était de trouver des déclinaisons plus ou moins endogènes. Voilà, en prenant en charge des faits qui peuvent aussi aider à donner une meilleure dimension sur la question, par exemple, de la justice. Donc nous avons appelé une communication sur cette question-là qui sera une sorte d'application, une réaction par rapport à l'objectif 16. Et l'objectif 16 porte naturellement sur la justice et la paix. Nous avons également estimé que dans le contexte post-insurrectionnel, un des défis majeurs concerne le dialogue inter- ou intra-parti. Et c'est pourquoi nous avons voulu partager un certain nombre d'expériences dans cette plateforme-là. À l'issue de ce dialogue dit démocratique, une activité phare du Centre pour la gouvernance démocratique, des recommandations sont faites aux autorités du pays pour un Burkina de paix et de justice. Il était annoncé comme un projet futuriste pour un centre-ville moderne à Ouagadougou. Il s'agit du projet Zaka, dont la mise en œuvre, on se souvient, avait nécessité le déguerpissement de nombreuses familles. Mais jusque-là, la zone administrative moderne annoncée se fait toujours attendre. Pour quelles raisons? Constat et explication dans ce reportage de Roger Kam et Mounira Kéré. 9 ans après le lancement des travaux, le projet Zaka tarde encore à se concrétiser. La zone située en plein cœur de Ouagadougou devait devenir une zone administrative et commerciale futuriste. Aujourd'hui, le constat est là. Zaka est plutôt devenu un dépotoir d'ordures et un lieu de pâturage pour animaux. Et l'une des raisons évoquées pour justifier la lenteur dans l'exécution des travaux est le coût élevé de l'investissement au Burkina. Les promoteurs pensent que le coût des matériaux au Burkina est assez élevé. Les promoteurs pensent qu'il fallait que l'État vraiment prenne l'engagement de les soutenir, de les accompagner sous forme de taxes sur certains matériaux. Cette proposition a été examinée par un comité qui a estimé que l'État a déjà assez fait. Toutes les parcelles ont été vendues. Environ 270 promoteurs ont même fini de solder le prix de leur terrain. Mais à part ces quelques immeubles qui poussent ça et là, rien d'extraordinaire sur le site. Et pourtant, le cahier de charges du projet impose un délai de 5 ans à tout promoteur pour mettre son terrain en valeur sous peine de retrait. Il est prévu au niveau des textes que
Et celui qui ne respecte pas donc le délai de mise en valeur qui est de 5 ans, la parcelle soit retirée et donc le promoteur remboursé. Bon, ça c'est les textes. L'application, c'est une autre chose. Et je me dis, ce n'est pas à l'échelle du projet, mais à l'échelle donc du politique. D'une superficie d'environ 85 hectares, Zaka devait contribuer à moderniser davantage la capitale. À ce jour, le projet a un taux d'exécution de 15% avec seulement 16 immeubles achevés et une soixantaine en chantier. Nous, on a déjà examiné plus de 100 projets architecturaux, 100 dossiers, et dans le sens que les promoteurs veulent leur permis de construire. Donc parmi cette centaine donc, de projets, nous voyons sur le terrain environ 60 promoteurs qui ont effectivement démarré les travaux. L'État a déjà investi environ 53 milliards de francs CFA dans les aménagements du projet Zaka. Et pour que cette zone puisse jouer pleinement son rôle, l'État compte mettre la pression sur les promoteurs pour que dans les 5 ans à venir, le projet Zaka soit enfin une réalité. Un train de marchandises et un auto de passagers sont arrivés aujourd'hui à Ouagadougou. En attendant la réhabilitation du pont de Dimbokro en Côte d'Ivoire, des solutions palliatives sont mises en œuvre. Que ce soit pour les marchandises ou pour les passagers, le départ d'Abidjan se fait par la route jusqu'à Boaké et le reste par les rails. Moussa Ouedraogo, Ismaël Diloma, Sirima. Le train siffle à nouveau à la gare de Ouagadougou. Malgré l'affaissement du pont de Dimokro le 6 septembre dernier, ces passagers ont pu joindre Abidjan à Ouagadougou grâce à des initiatives de la Citaraï. Pour remédier temporairement à ces difficultés, la société a entrepris le système de trafic alterné. Et ce système de transport se fait sur 2 sections. Nous avons la section Trècheville-Boaké qui se fait par camion. Il y a des dizaines de camions qui ont été mobilisés à cet effet. Également la section Boaké-Ouagadougou qui se fait par les trains par rail. En dépit de ce trafic alterné, route et rail, les tarifs de transport restent inchangés à tous les niveaux. D'Abidjan, quand nous sommes montés dans le car, on nous a fait payer 25 000 au tarif normal, comme si on prenait le train. Donc on a payé les tickets au guichet à 25 000, nous sommes montés dans le car et dans le train, c'était normal. Les coûts ne sont pas montés, c'est resté tel. Nous voulons rassurer tout le public qu'à Citaraï, le trafic continue, malgré l'incident qui s'est produit. J'aimerais vraiment inviter tous nos clients vraiment à toujours faire confiance à Citaraï parce que tous les moyens sont mis en place pour les satisfaire. À ce titre, les responsables de la Citaraï assurent que le trafic ferroviaire devrait reprendre son cours normal d'ici 2 semaines. Au Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation se donne les moyens pour apporter la meilleure réponse aux catastrophes et crises humanitaires. Depuis ce matin, une trentaine d'agents du CONASUR sont à l'école du bon geste. Moussa Ouedraogo, Sibidi Issa Lankwande. Ces 36 agents, dont 10 du secrétariat permanent du CONASUR et 26 représentants des conseils régionaux de secours d'urgence et de réhabilitation CORESUR, se familiarisent ici avec les principes et les pratiques de la préparation et de la gestion des catastrophes. Une formation qui vise à leur permettre de faire face aux catastrophes et crises humanitaires au Burkina. Il s'agit de faire en sorte pour nous que nous ayons déjà un premier groupe d'acteurs que nous puissions former, qui puissent aller tout être des relais d'information pour contribuer à une meilleure compréhension des différents concepts. Le deuxième niveau, c'est de travailler à ce que les outils que nous avons de collecte puissent être des outils harmonisés avec l'ensemble des partenaires humanitaires. Lorsque tous les acteurs vont mutualiser leurs connaissances, leurs outils, leur savoir-faire, l'intervention va être synergique. Cet atelier se veut aussi une tribune d'échange et de partage d'expériences entre le CONASUR et les autres partenaires humanitaires dont le système des Nations Unies. Quand il n'y a pas d'urgence, il faut qu'il y ait les outils pour bien et mieux préparer les urgences. Et en cela, on pourra prépositionner tout ce qu'il y aura
comme besoin afin de faire en sorte qu'en temps d'urgence, qu'on ait tout le stock prépositionné. Le Burkina Faso a enregistré déjà pour cette année 2016 plus de 48 000 personnes sinistrées suite aux inondations et plus de 2 000 déplacés à l'intérieur du pays du fait de conflits communautaires. Cette formation sur la préparation et la réponse face aux catastrophes et crises humanitaires vise à faire face à de telles situations à l'avenir. Santé à présent, c'est une bonne nouvelle pour les malades de la drépanocytose à Bobo-Dioulasso. Désormais, ils savent à qui s'adresser. Un centre d'information et de prise en charge vient d'être inauguré dans la ville. Karim Ilboudo et Moussa Sanon. Un centre secondaire d'information et de prise en charge de la drépanocytose à Bobo-Dioulasso. Le projet est du CID, le comité d'initiative contre la drépanocytose au Burkina. Son lancement mobilise ici drépanocytaires, acteurs de la santé, partenaires et autres populations. Ce centre, il va fonctionner sous forme d'un hôpital de jour, c'est-à-dire qu'il va constituer à prendre en charge les crises qui ont persisté depuis le domicile. Et là, dans la journée, on peut soulager le malade. Et si ça ne va pas, on peut immédiatement le référer au niveau du CHU. Et nous pensons que ce serait vraiment un effort important qui va aider les drépanocytaires lorsqu'ils sont en crise. L'ouverture de ce centre secondaire et de prise en charge de la drépanocytose à Bobo-Dioulasso est saluée par les populations, notamment des autorités. Là, c'est une grosse opportunité qui est offerte aux malades drépanocytaires et à la population de la région des Hauts-Bassins, pour ne pas dire du Grand Ouest, d'avoir accès à l'information sur la drépanocytose. Probablement surtout pour le dépistage, les mesures de prévention des crises et même de prévention, puisqu'on sait que c'est une maladie héréditaire et qu'il y a des dispositions qu'on pourrait prendre éventuellement afin d'éviter d'avoir des enfants drépanocytaires. Ce centre d'information et de prise en charge de la drépanocytose à Bobo-Dioulasso est situé dans l'enceinte du centre régional de transfusion sanguine. Il est le deuxième au Burkina après celui de Ouagadougou. Ouaga Film Lab, c'est un rendez-vous de promotion du film africain qui se profile à Ouagadougou. La première édition est annoncée pour le 19 septembre prochain. Objectif des organisateurs, donner la chance à des porteurs de projets de films de trouver des financements. Explication Konsoum Koulibaly, Aruna Mare. Porté par un collectif de producteurs et d'entrepreneurs culturels, Ouaga Film Lab se veut un laboratoire de promotion des talents et de la coproduction. Il entend booster la compétitivité des réalisateurs et producteurs d'Afrique en leur facilitant l'accès aux financements locaux et aux coproductions internationales. Le premier rendez-vous de Ouaga Film Lab va se tenir du 19 au 24 septembre prochain à l'Institut Imagine. Le collectif Génération Film, porteur de ce projet, déroule à la presse le menu de la première édition. D'abord, nous avons des mentors, c'est 5 personnalités du cinéma africain. Ils travailleront pendant le lab et après le lab. Ça, c'est le côté mentoring. Et nous avons le côté formation. Et enfin, le côté pitch. Voilà. Comment arriver à présenter un projet entre 5 et 10 minutes. 15 experts du cinéma et 20 porteurs de 10 projets de long métrage constitués en binôme réalisateurs-producteurs sont attendus à Ouaga Film Lab 2016. Ces 20 porteurs de projets déjà retenus auront à défendre leur projet de film devant un jury. Cette première édition sera également marquée par la découverte de Talent Film Lab. Il y a mon école, mon film d'animation, qui se déroule en ce moment même, et ce depuis le 8, à l'école du village Opéra. Ensuite, il y a le volet jeunes. Eux vont travailler autour donc, de 4 films sur le thème jeunesse et citoyenneté toujours. Ouaga Film Lab est un événement annuel. Les 5 meilleurs projets de films de la première édition seront primés. Les récompenses vont d'1 million à plus de 13 millions de francs CFA selon les initiateurs. Hors de chez nous, aux États-Unis, Barack Obama et Bill Clinton montent en première ligne pour soutenir la candidate démocrate à la présidentielle. Hillary Clinton, dont la campagne est perturbée par des soucis de santé. Bill Clinton rassure sur l'état de santé de sa femme. Barack Obama, lui, a remplacé la candidate à un meeting en Pennsylvanie et il a assuré le show.
Contrainte au repos pour cause de pneumonie, Hillary Clinton a reçu mardi le soutien de 2 présidents, Bill, son mari, et Barack, son ancien patron. Pour Bill Clinton, l'accident de santé de sa femme ce week-end était le fruit d'une déshydratation qu'elle a déjà vécue par le passé. Était-ce fréquent? Non, pas fréquemment. Rarement à plus d'une occasion depuis les dernières nombreuses années. La même chose lui est arrivée. Elle est devenue sévèrement déshydratée. Mais vous savez, c'est un bourreau de travail au département d'État et comme sénatrice. Et depuis... Mardi, Barack Obama n'a pas hésité, lui non plus, à mouiller sa chemise. Il a remplacé au pied levé son ex-secrétaire d'État durant un meeting en Pennsylvanie. Pour être président, vous devez faire vos devoirs et vous devez savoir de quoi vous parlez. Vous devez conserver un jugement stable, même quand les choses ne vont pas dans le bon sens. Vous devez dire des choses dures au téléphone, même quand ce n'est pas très populaire. Et c'est ce qu'Hillary a appris, comme sénatrice, comme secrétaire d'État et comme première dame. Et le temps est venu pour moi de lui transmettre le flambeau. Et je sais qu'Hillary est capable de le prendre. Et elle finira la course. Elle finira la course. Et c'est pour ça que je suis avec elle. Et j'ai besoin de votre aide. Et puis cette découverte en Argentine, une météorite de fer de près de 30 tonnes, c'est l'une des plus grosses jamais découvertes. Elle a été déterrée le week-end dernier. Cet énorme rocher est une météorite de fer, une des plus grosses jamais découvertes sur Terre. Elle pèse près de 30 tonnes. Elle a été localisée en Argentine, dans la province de Chaco, dans le nord du pays. Le site s'appelle d'ailleurs Campo del Cielo, en espagnol le champ du ciel, car à cet endroit, il y a plusieurs milliers d'années, une pluie de météorites s'était abattue. L'objet a été déterré le week-end dernier. D'après les autorités argentines, cette météorite est la deuxième plus grosse, après celle appelée météorite d'Oba, découverte il y a un siècle en Namibie. Voilà à présent la revue de presse des quotidiens, une lecture croisée que nous propose Abdul Rasmane Zongo. Communément appelée Apollo, la conjonctivite reste contagieuse, avertit les éditions Le Pays. Et en ce moment, c'est un euphémisme de dire que l'Apollo fait souffrir plus d'un. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à regarder autour de vous, rappelle le journal, qui, par ailleurs, relaie des conseils pratiques. Ces mesures préventives sont, entre autres, le lavage régulier des mains, l'usage de mouchoirs propres pour frotter les yeux et le port de lunettes de protection. À chacun son sujet. Incivisme routier, c'est un des faits abordés par le journal L'Observateur. 16 brûleurs de feu, dont une femme, marquent un arrêt au tribunal, affirme le journal, comme pour rappeler, la justice a fixé un stop à des brûleurs non-stop de feu tricolores. Ces derniers, rattrapés par leurs actes, ont comparu hier au tribunal de grande instance de Ouagadougou pour divers griefs. Coups et blessures volontaires aux policiers en service, refus de respecter le feu ou d'obtempérer tout court, mais également défaut de permis de conduire et d'assurance. Un acte d'incivisme peut en cacher un autre. L'état civil de Sapsé à Kongoussi, confie notre confrère d'aujourd'hui au Faso, a fait les frais des manifestants déchaînés. Réclamant en vain la dissolution du conseil municipal nouvellement mis en place, ils ont incendié la mairie. Une mairie qui, auparavant, fait objet de mésentente entre le NDT et le MPP depuis les dernières municipales. 2 manifestants portent les séquelles de brûlures suite à cet incendie, ajoute le journal Le Quotidien. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention et bonne suite du programme.